Balai diplomatique à la présidence ce jour. 9 nouveaux ambassadeurs prennent fonction au Burkina. Les lettres de créance ont été présentées au chef de l'État. Ambiance à Koussiam en ouverture d'édition. Un coup supervisé par le général Djendjere, exécuté par ses éléments et commandité par Blaise Compaoré. Le témoignage du colonel-major Moussa Diallo par visioconférence, il évoque aussi la complicité de la Côte d'Ivoire. Propos recueillis lors du procès Thomas Sankara. C'est à suivre dans une poignée de minutes. Le grenier traditionnel en terre d'Agara, une architecture ancestrale qui se transmet de génération en génération. Sa conception et réalisation se voient réservées à des privilégiés. Comment se présente-t-il? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Nous serons sur place dans quelques minutes avec nos correspondants. Voici déclinés les titres de ce 20h. Madame, monsieur, bonsoir. Avant donc de les développer, ce communiqué du parquet militaire, le 8 janvier 2022, le parquet militaire de Ouagadougou était saisi par dénonciation d'un membre de la bande d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires nantis. De cette information, nous avions instruit la police judiciaire militaire d'ouvrir une enquête circonstanciée pour élucider cette affaire. Ainsi, à la date du 11 janvier 2022, 8 militaires ont déjà été interpellés et interrogés pour les besoins de la cause. À l'issue de cette étape, une suite sera donnée à cette procédure conformément aux règles dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense. Je vous le disais donc en titre, ils sont 9 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités par leur pays auprès du Burkina. Ils étaient tous ce matin à la présidence, 3 femmes et 6 hommes pour présenter leur lettre de créance au chef de l'État. Balai diplomatique immortalisé par la caméra de Salif Belem et la plume de Sébastien Zongo. Esther Johanna Elisabeth Lofen présente sa lettre de créance d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès du Burkina Faso. Juriste de 49 ans, elle a pour résidence Ouagadougou. Avec pour résidence Bamako au Mali, Vegar Sonsbo Brilinesen est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège au Burkina Faso. À 54 ans, le titulaire de master en administration et en management international occupe le même poste auprès de la République du Mali. Le Royaume de Suède, État d'Europe du Nord, envoie Maria Sargren comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Burkina Faso. La diplomate est titulaire d'une licence en sciences politiques et communication et d'un diplôme d'études spécialisées en relations européennes. Liane Christine Herman, 55 ans, est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Burkina Faso avec pour résidence Ouagadougou. Elle est titulaire de master en communication et d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales de l'Académie diplomatique de Vienne. Le nouvel ambassadeur de la République du Ghana auprès du Burkina Faso est Boniface Gambila Adabila, 63 ans. Il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à l'autorité du fleuve de la Volta et au programme national du Service national de développement. Il a pour résidence Ouagadougou. Également résident de la capitale burkinabé, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, Lamine Ouattara, 59 ans, a occupé plusieurs autres fonctions, dont celle de conseiller et chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. La Gambie, le plus petit pays d'Afrique en superficie, est représentée par Adrama Sidibé, 65 ans. Le comptable de formation a été ministre de la Jeunesse et des Sports avec pour résidence Dakar. Il parle 5 langues, anglais, arabe, mandingue, foula et wolof. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Roumanie au Burkina Faso est également résident à Dakar. Nikolai Nastase, 47 ans, docteur en sciences politiques, il a été entre autres attaché au département des droits de l'homme du Conseil de l'Europe
et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mohamed Abdallah Al-Khalidi est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra. Il occupe le même poste auprès de la République du Ghana. Il a été entre autres consul général de l'État du Koweït à Karachi au Pakistan. Chacun de ces ambassadeurs a aussi remis la lettre de départ de son prédécesseur au président du Faso. Dans l'actualité également, les publications déstabilisantes sur les réseaux sociaux ou encore la problématique de la régulation des dits réseaux. C'est le thème d'un atelier initié par le gouvernement via le ministère de l'administration territoriale. L'atelier va s'appesantir sur les conséquences de ce type de publication. Il s'est ouvert ce 11 janvier à Ouaga. Paul David Bambara et Caroline Ouari. Tous les intervenants de la tribune des officiels sont unanimes sur ce point. Les réseaux sociaux ont leur utilité dans le quotidien des utilisateurs. Reste le point sur lequel le gouvernement décide de maintenir la surveillance. Les publications appelées déstabilisantes. Sur ces situations, tous ici présents appellent à l'interpellation de la responsabilité des utilisateurs. Cette très importante activité interministérielle est en droite ligne avec la volonté et l'engagement commun de mes collègues et moi de protéger les citoyens et les forces de défense et de sécurité contre la désinformation, les publications malsaines et mal intentionnées sur les réseaux sociaux qui sont de nature à fragiliser notre combat contre le terrorisme. Vous le savez, notre pays fait face à une crise sécuritaire sans précédent et nous devons tout mettre en œuvre pour garder l'espoir des populations sur des lendemains meilleurs. L'atelier se tient sur initiative du gouvernement. Le département ministériel en charge de l'administration territoriale et de la sécurité en assure la présidence. Ici présents, des hommes de loi et des hommes de médias sont attendus des recommandations, voire de nouvelles mesures pour cerner les publications considérées comme déstabilisantes sur les réseaux sociaux. Et cette information en lien justement avec cette actualité, le gouvernement dément formellement l'authenticité d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et tendant à faire croire que des manifestants s'attaquent aux locaux de l'ambassade du Burkina au Mali. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le porte-parole du gouvernement rassure que c'est une fausse nouvelle. Il salue par ailleurs les internautes qui ont su se démarquer de cette manipulation et invite à ne pas relayer de telles fausses informations. Et c'en est fini pour les témoignages au tribunal militaire dans le cadre du procès Thomas Sankara. Les deux derniers témoins ont déposé par visioconférence. Il s'agit de l'ancien correspondant de RFI, Stéphane Smith, et du colonel-major Moussa Diallo. Pour ce dernier, la Côte d'Ivoire est complice du coup commandité par Blaise Compaoré et supervisé par le général Djendjéré. La journée d'audience sous le professionnalisme de Rasmane Zoundi, Draman Guéné et les caricatures d'Amidou Zouetaba. Depuis la France, le colonel-major Moussa Diallo explique la préparation et l'exécution du coup d'État du 15 octobre 1987. Adjoint du commandant de la gendarmerie à l'époque, le magistrat militaire à la retraite tient la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny pour complice. À l'époque, la gendarmerie avait infiltré l'opposition burkinabé exilée en Côte d'Ivoire avec le colonel Jean-Claude Kamboulé comme cerveau. C'est ce dernier que préparait le président ivoirien pour mettre fin à la révolution. Durant la longue préparation, Houphouët trouve une autre solution plus pratique. Cette solution-là, c'était son beau Blaise Compaoré. Houphouët appelle alors celui que la révolution traitait de réactionnaire pour lui notifier la nouvelle donne. Kamboulé, il faut surseoir à tout, on a eu quelqu'un d'autre moins coûteux pour la mission. Kamboulé voit ainsi son projet de devenir président du Faso tomber à l'eau. La mission est ainsi confiée au numéro 2 de la révolution. Blaise Compaoré est le nouveau candidat de la Côte d'Ivoire et du Togo pour renverser la dérangeante révolution. La gendarmerie se met alors à ses trousses. Ses communications sont écoutées en permanence. Les tentatives du coup d'État se multiplient, mais impatience de ses adeptes. Le témoin Moussa Diallo relate
ce qu'il a pu enregistrer de la conversation entre Blaise Compaoré et Jonas Somé, le leader des étudiants de l'époque. L'interlocuteur trouvait que le coup n'avait que trop tardé. Il faut qu'on passe vite à l'action. La communication est enregistrée sur une bande et le colonel-major Diallo se charge personnellement de la faire écouter par le président du Faso. Malgré sa proximité avec Thomas Sankara, il n'arrive pas à décrocher un rendez-vous avec ce dernier. Il passe alors par son aide de camp qui l'introduit sans l'avoir annoncé. Mais à sa grande surprise, Thomas Sankara refuse d'écouter la cassette. Je suis déjà au courant de ce problème, se justifie le président du Faso. Le 15 octobre dans l'après-midi, hasard du calendrier, un ami commun du témoin et du général Guengéré était de passage au Burkina, le Nigérien Moussa Ganda. Dans l'impossibilité de voir le général Guengéré, Ganda se réfère au colonel-major Moussa Diallo. Le témoin appelle le général et le passe à l'ami. Peu après, le général raccroche le téléphone. Le témoin le rappelle sur la ligne du standard du conseil. Coïncidence. Le standardiste crie au téléphone « Mon lieutenant, ça tire ici ». Une version qui laisse conclure le témoin que le général Guengéré était bel et bien au conseil au moment des tirs, contrairement à sa version. Pour lui, le 15 octobre était supervisé par le général Guengéré qui était en ce moment sur les lieux et exécuté par ses éléments. Sur la complicité de la Côte d'Ivoire dans le coup d'État, Stéphane Smith la confirme à demi-mot. Le dernier témoin qui répond aux questions depuis les États-Unis parle d'une tension électrique entre Thomas Sankara et Houphouët-Boigny. L'ancien correspondant de RFI en Côte d'Ivoire cite Blaise Compaoré en ces termes. Si Thomas Sankara et Houphouët-Boigny se retrouvent dans une salle, ils peuvent produire de l'électricité. Les témoignages sont finis ce soir, c'est l'étape de la présentation des pièces à conviction. Ce mercredi, le film de la reconstitution des faits sera projeté. Un film d'1h05. Et du côté de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo, c'est la 16e session de l'année judiciaire qui s'ouvre ce 10 janvier. Plusieurs dossiers, tous des crimes de sang, sont inscrits pour le jugement. Cap sur Dédougou où les audiences sont ouvertes au grand public avec Naba Ida Dabiré et Karim Ouetraogo. Au total, 35 dossiers sont programmés pour être jugés à cette session criminelle de la cour d'appel de Bobo Dioulasso délocalisée ici à Dédougou. Ce sont des dossiers de crimes de sang qui impliquent 41 personnes. La nature des dossiers, c'est meurtre, coups et blessures ayant entraîné la mort, et assassinat, meurtre, enlèvement aggravé, et viol, et j'en passe. Les accusés encourent des sanctions allant jusqu'à la prison à vie. Certains dossiers datent d'environ 20 ans. Une lenteur dans la procédure qui s'explique entre autres par le manque de moyens. Et vous vous rendez compte que si nous devons nous déplacer de Bobo ici, il faut des moyens. Ensuite, il faut payer les avocats. Une session, c'est le maximum 30 millions. Certains dossiers ont péri que nous avons reconstitués. Tout ça, ça rentre dans le retard de la programmation des dossiers. Financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et du COSED, cette session criminelle prendra fin le 20 janvier prochain. À cette occasion, le procureur général invite le public à participer massivement à cette session, mais aussi aux audiences foraines correctionnelles qui débuteront le 21 janvier 2022. Il y a pénurie de carburant dans la ville de Dori. Depuis 72 heures, c'est le pied de grue dans les différentes stations-service de la ville. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Constat et réaction avec Albert Nébier et Pinidier Yanou. La population de la ville de Dori, ce 11 janvier, peine à avoir du carburant dans les stations-service. Sur les 5 stations que compte la ville de Dori, une seule est approvisionnée en essence. Là aussi, il faudra bander ses muscles. Encore eu, depuis hier, je cherche l'essence, je n'ai même pas eu. Je marche à pied depuis ce matin. Ouais. On est là depuis le matin, ça souffre, on se bouscule partout, on tient des bidons même, on ne gagne même pas. On quitte ici Dori pour aller à Seydanga chercher quoi manger. Comment faire? Qu'est-ce qui occasionne cette pénurie d'essence répétée dans la ville de Dori? Les gérants de stations tentent de donner des explications. Des temps il y a des pénuries de carburant à Dori. Pénurie due au problème de ravitaillement depuis la Sonabi à Ouaga. Nos camions sont là-bas depuis 5 jours, 6 jours.
ils n'ont pas de ravitaillement. La région du Sahel a assez de problèmes selon la population. Elle demande aux bonnes volontés et au gouvernement d'assurer la ville de Dori au moins en carburant afin de leur permettre de vaquer à leurs occupations. Dans l'actualité également, on parle de cette lutte menée par le ministère de la Santé contre le Covid-19. La recrudescence des cas inquiète et le plaidoyer se fait désormais dans la proximité. Pour ce faire, le ministre et ses collaborateurs étaient à la Fédération des associations islamiques et à la Fédération des missions évangéliques. Le témoignage des 2 rencontres de ce jour avec Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Dans son élan pour une sensibilisation de masse, le ministre de la Santé a choisi de s'appuyer sur les leaders coutumiers et religieux. Première étape d'une tournée auprès de ses responsables, la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, puis la FME, la Fédération des églises et missions évangéliques. Le message fort, la Covid prend de l'ampleur au Burkina et il ne faut pas baisser la garde. Nous avons eu sur les 4 derniers mois 400 cas graves hospitalisés dans les différents services de réanimation de nos hôpitaux, avec malheureusement 139 décès. Et sur l'ensemble de ces cas graves et décès, nous n'avons pratiquement pas eu de personnes vaccinées contre la Covid-19. Responsables FAIB et FME ont été sollicités pour qu'ils puissent accompagner le ministère à intensifier la sensibilisation. Nous avons souhaité que de nouveaux messages puissent parvenir aux fidèles pour le lavage des mains, le port de masques, le respect de la distanciation dans les lieux de culte, éviter de se saluer et de s'embrasser, et enfin et surtout adhérer à la vaccination contre la Covid-19 que le gouvernement a mis à la disposition des populations depuis le 2 juin 2021, vaccination qui est gratuitement offerte à la population. Cette démarche, les leaders religieux rencontrés l'ont hautement appréciée. Ils s'engagent à donner l'exemple et à multiplier les initiatives pour faciliter l'appropriation de ces mesures qui sauvent. Prochaine étape de la tournée, la communauté catholique et les autorités coutumières. Rencontre d'échange également, mais aussi d'écoute pour les ministres de la Culture et les acteurs de leur département. Ouseni Tamboura et Valérie Rwamba étaient à la Confédération nationale de la culture, la Commission nationale des arts, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie. Ils ont ainsi pu recueillir les préoccupations des acteurs et exposer la vision du gouvernement. Détail avec Adama Giti et Issia Kanana. Échange direct entre les membres de la Confédération nationale de la culture, ceux de la Commission nationale des arts et leur ministre de tutelle. Une rencontre voulue par Ouseni Tamboura et Claudine Valérie Rwamba pour mieux connaître l'ensemble des acteurs, mais aussi recueillir leurs préoccupations. Pour ce qui concerne la Commission nationale des arts, qui avait au départ 4 axes majeurs, qui étaient d'abord la carte professionnelle. Cette carte est opérationnalisée, ça c'est déjà un acquis. Mais il y a la question fiscale des artistes. Aujourd'hui, quel est le type de fiscalité au regard de l'intermittence des revenus des artistes? Quels sont les taux d'imposition que le secteur financier doit imposer aux artistes? Il faut qu'on discute de cela. Comme on considère également les artistes comme des travailleurs, il faut qu'on trouve des conventions collectives qui soient adaptées aux différentes filières pour faciliter les questions de rémunération, les questions d'accompagnement. L'accompagnement de l'État, voilà ce qu'attendent également les acteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Un secteur qui à ce jour reste durement éprouvé par la crise sécuritaire et la pandémie du Covid-19. Nos hôtels sont presque vides et nous avons suivi avec intérêt les décisions prises par monsieur le chef de l'État pour atténuer un tant soit peu nos problèmes. Nous attendons toujours. Ces rencontres d'échange s'inscrivent dans une démarche qui se veut participative selon le ministre Tamboura. Une concertation pour dégager une vision commune afin de relever ensemble les défis dans le secteur de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Les défis pourraient être immenses et certainement difficiles à relever.
mais on est rassuré aussi par la qualité de l'organisation des acteurs. Je pense que cela vient lever les appréhensions que nous avons et faire en sorte qu'avec eux, nous pourrons très rapidement donc mettre en place des actions à gain rapide et faire en sorte que les secteurs s'épanouissent et que les acteurs puissent donc tirer grand profit des réformes que le gouvernement va entreprendre. Faire de la culture, des arts et du tourisme un secteur plus résilient, pourvoyeur d'emplois et de richesses pour le Burkina Faso, l'ambition est donc affichée. Des rencontres d'échange premières du genre et saluées par tous les acteurs. Ma thèse en 180 secondes, c'est la 9e édition des doctorales internationales entamée le 14 décembre dernier. L'édition a connu 4 concours, parmi lesquels le prix du meilleur projet d'innovation. Plusieurs communications ont aussi permis aux doctorants de renforcer leurs capacités dans les domaines de l'eau, du climat, de l'assainissement et des énergies renouvelables. La cérémonie de clôture avec Vincent Kendrobeo. Les doctorants de l'Institut international de l'ingénierie, de l'eau et de l'environnement, 2IE, se frottent à leurs pairs d'autres institutions et universités nationales et internationales. C'est à la faveur des doctorales 2IE, édition 2021, une 9e édition qui permet à ces doctorants de partager leurs travaux de recherche avec une communauté scientifique et surtout de renforcer leurs capacités en matière de transfert de technologies et des résultats issus de la recherche-innovation. De renforcer le partenariat entre les instituts de recherche et les entreprises. Parce que nous pensons qu'aucune de ces deux entités-là ne peut donc évoluer donc en vase close. Alors, parce que également nous pensons que autant les résultats de la recherche doivent alimenter le développement des entreprises, autant également les entreprises doivent également soutenir les projets de recherche. Des prix sont décernés aux meilleures communications et aux meilleurs doctorants ayant réussi l'exploit d'exposer en 120 secondes leurs projets innovants et de résumer en 180 secondes leur thèse de recherche. Ce prix-là me montre à quel point j'ai cette capacité-là d'être plus clair et précise en expliquant mes travaux de recherche. Je travaille sur une microcentrale à concentration solaire. Je travaille sur le développement de nouveaux outils hydrogéophysiques de caractérisation des aquifères en milieu de socle. Alors, mon projet innovant en 120 secondes consiste à réaliser une vidéo où on explique l'idée du projet. Environ 200 personnes prennent part à cette 9e édition des doctorales 2IE, placée sous le thème « Science, innovation et entrepreneuriat pour le développement ». Au terme de 2 jours d'échange, la communauté scientifique de 2IE exprime sa satisfaction pour avoir tenu le pari de réaliser les différentes activités au programme de ces journées doctorales. Restons avec Vincent Kendrobego pour accueillir ce nouveau venu dans l'univers de la production audiovisuelle. Il s'agit de la maison W Production, fondée par un jeune Burkinabé de la diaspora et intervenant dans le domaine de l'audiovisuel et de la formation des artistes. À la découverte des installations dans ce reportage. L'artiste musicien Kayawoto dans un studio d'enregistrement à Ouagadougou. Pas pour l'enregistrement de son prochain album, le roi du plus virtuel des royaumes de la Maouland vient tester les équipements d'un tout nouveau studio de production dénommé W Production. C'est le studio où Kayawoto fait tous ses sons. En fait, tous mes sons, l'album, tout ce qui est sorti sur mon premier album Maouland, tout c'est ici, à W qu'on a fait. C'est le studio qui m'a lancé. La maison W Production, c'est un ensemble de prestations dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel. Réalisation photographique et vidéo, formation des musiciens et des managers, enregistrement et événementiel. Ces promoteurs ratissent large. Issa Guipo est à la manœuvre, à la tête d'une équipe jeune et motivée. J'ai commencé donc à mettre en place un studio d'enregistrement en 2017. Et ensuite, nous avions ajouté une deuxième section, W Image, pour la production vidéo, le montage et les documentaires, tourner les films et autres. Et ainsi de suite. Et comme l'appétit venant en mangeant, nous avons décidé de revoir nos ambitions à la hausse. Donc nous avons alors mis en place la section W Musique, bien sûr pour la distribution digitale et physique.
Et ensuite, nous avions mis en place la section médias. Aussi ambitieux, l'investisseur n'a pas lésiné sur les moyens. Les studios et les salles de formation sont équipés conséquemment avec en prime une web radio opérationnelle. Par cet investissement, Issa Guipo et son équipe croient pouvoir répondre aux besoins du monde du showbiz et de la communication au Burkina Faso. Le dossier de cette édition, le grenier en pays d'Agara. Comme vous le savez, il est utilisé pour le stockage des céréales comme le sorgho et le mil. Son architecture relève d'un savoir-faire ancestral se transmettant de génération en génération. Sa réalisation néanmoins est réservée à des personnes particulières. Plus de détails dans ce dossier que nous proposent Elvis Tuina et Lambert Assoma. Nous sommes au premier niveau d'un habitat traditionnel d'Agara à Nakaha dans la commune de Dissine. L'objet de nos échanges se trouve pourtant en dessous de nous au rez-de-chaussée. Il s'agit du grenier d'Agara qui constitue toute une symbolique pour cette communauté. Le grenier pour une famille d'Agara, c'est un symbole quand même assez très fort sur le plan en tout cas coutume. C'est tout le trésor de la famille que représente en tout cas le grenier. Tout ménage d'Agara a en son sein un grenier. Le ménage ici ne fait pas référence à la notion de couple. Avec une capacité allant d'1,5 tonnes et plus, le grenier d'Agara autorise uniquement le stockage du sorgho et le mil accessoirement. Ces céréales ne sont ni battues ni stockées en graines, elles le sont en gerbe et en panicule. Quand vous avez nos funérailles, le sorgho intervient, le petit mil intervient. Quand vous prenez les initiations d'Agara, dénommé le Baor là, il y a le sorgho intervient là-bas et également dans le mariage, en tout cas on arrive à utiliser encore en tout cas le sorgho. Voilà pourquoi lui spécialement il est utilisé de manière très particulière chez le Dagara. Le grenier d'Agara a sur un de ses flancs une maison d'habitation. Au-dessus, vous avez une terrasse et ce panier qui sert de couvercle. Mais avant d'obtenir une telle infrastructure, le choix du matériau de construction est primordial. C'est généralement dans le bas-fond qu'on trouve cette terre. Elle doit être argileuse, collante et ne doit pas contenir de cailloux. On la malaxe avec de la paille avant de construire. L'art de la construction du grenier se transmet de père en fils, mais il faut être initié à certains rites pour le faire. En fonction de l'emplacement du grenier, il faut 2 à 3 semaines de travail pour obtenir ce résultat. À la fin des travaux, le propriétaire du grenier offre un coq, une pintade et de la farine pour les rituels. Et de commun accord, je perçois une somme forfaitaire pour le travail abattu. Après tout, c'est un travail social. En pays d'Agara, le grenier ne doit jamais être vide. En toute saison, le niveau de remplissage de ce dernier montre votre capacité de gestion des besoins de la famille.